Retour donc sur le plateau du Grand Direct. On vous annonçait tout à l'heure cette alerte météo lancée aux Philippines ce soir pour une tempête d'une importance quasiment jamais vue. Eh bien, c'est vrai que les phénomènes météo de plus en plus inquiétants sont de plus en plus fréquents sur la planète. On va s'intéresser à ce qui se passe en Israël à la lumière d'un rapport très inquiétant qui a été dévoilé cette semaine par le ministère de l'Environnement, et on va en parler avec un spécialiste, Ethan Haddock, qui est journaliste scientifique, géophysicien ici en Israël. Bonsoir Ethan. Bonsoir Jean-Charles. Merci d'être là. Alors on va d'abord expliquer ce rapport qui est lié donc au réchauffement climatique, qui est un phénomène qui évidemment concerne toute la planète. Mais là, ça s'intéresse aux conséquences sur Israël du réchauffement climatique. Et c'est un rapport qui présente des perspectives très inquiétantes. Tout à fait. Alors d'abord, ce rapport, il faut le dire, il s'inscrit dans une perspective globale, c'est-à-dire beaucoup de villes, beaucoup de pays se sont engagés dans ce genre de rapport, à savoir évaluer les risques en conséquence du réchauffement climatique. Plus particulièrement, ici, le rapport s'est attaché à voir quelles seraient les conséquences suite à la hausse du niveau de la mer. Il faut rappeler que le réchauffement climatique aurait pour conséquence, de manière globale sur la planète, d'élever le niveau de la mer pour deux raisons. La première, la fonte des glaces, ça tout le monde le comprend, et en plus, par effet de dilatation, le réchauffement des eaux, des océans, provoquerait donc un phénomène de dilatation qui engendrait une hausse du niveau de la mer. Alors, effectivement, Israël est concerné, puisque Israël a une bande côtière, et tout pays possédant une zone côtière est forcément concerné par ce genre. Et une bande côtière qui est presque totalement urbanisée, ce qui est un peu ce qui accentue le risque. Tout à fait. La plupart, on va dire en tout cas deux grosses zones urbaines, à savoir la baie de Haïfa et Tel Aviv, se trouvent justement le long de cette bande côtière. Alors, on a une première carte, hein, on peut le voir sur la carte. En bleu, on le voit, principalement deux zones, hein, au nord la baie de Haïfa et au centre la zone de Tel Aviv et ses environs. Alors on peut un peu zoomer et voir sur Haïfa justement ce qui se passerait, puisque Haïfa est une zone industriellement très développée, un nombre d'industries s'y trouvent. Et donc là, on serait dans le nord d'Israël. Voilà, dans le nord d'Israël, dans la baie de Haïfa, hein, puisque c'est une baie où se concentre une forte quantité d'usines pétrochimiques et chimiques d'une manière générale. On le voit ici. Donc, comme vous le voyez, suivant le scénario qui a été le rapport, ou en tout cas les experts ont voulu étudier plusieurs scénarios, à savoir une montée d'1 mètre, une montée de 2 mètres, de 3 mètres jusqu'à 4 mètres du niveau de la mer, et ont de ce fait modélisé, on va dire, les zones qui seraient inondées suite à ces différents scénarios. On va voir tout de suite pour Tel Aviv qui nous intéresse, puisque nous, à I24, il se trouve qu'on s'y trouve aussi. Et ça veut dire, quand on parle d'inondation, là on parle carrément de parties submergées et qui deviendraient complètement partie intégrante de la mer, ou est-ce que ce seraient des inondations passagères comme un... Effectivement, vous avez mis le doigt sur le problème. On ne va pas parler réellement d'inondation, mais plus exactement, on va dire, de submersion marine, c'est-à-dire une pénétration de la mer et un retrait qui va laisser une zone inondée pour un certain temps, le temps d'évacuer cette zone inondée. On l'a vu pour Cynthia, la tempête Cynthia qui avait inondé. Alors c'est grave, hein, c'est de l'eau salée en plus qui pénètre, ça crée de gros problèmes, et souvent de zones qui peuvent devenir, lorsqu'elles sont inondables à répétition, inhabitable. Alors sur la zone de Tel Aviv, on va peut-être montrer aussi sur la carte, la zone de Tel Aviv, c'est pareil, elle est en bord de mer, forte densité de population. Il faut donc savoir... tout ce qui est en bleu sur cette carte, c'est tout ce qui tout à fait, ce qui est en bleu. Alors plus le bleu est foncé, plus l'état est grave, c'est-à-dire plus le bleu foncé montre qu'à 1 mètre, on est déjà inondé, le bleu moins foncé 2 mètres, 3 mètres, etc., jusqu'à comme ça 4 mètres. Et on va peut-être se focaliser sur justement nos studios qui se trouvent dans le port de Jaffa. Alors forcément, port de Jaffa, on est vraiment là, pour le coup concerné sur la prochaine carte, et la prochaine carte qui va nous montrer à un niveau 0 ce qui se passerait. Donc le niveau 0, c'est le niveau d'aujourd'hui, donc aucune augmentation du niveau de la mer, donc on l'attend, là la carte, voilà, la voici. Donc ça, nous sommes ici sur Tel Aviv, donc tout va bien, on est dans nos studios, on va dire, bien à sec, on va dire. Et on va imaginer, là maintenant, puisqu'il s'agit de modèles que les scientifiques ont développés, donc d'une élévation du niveau de la mer, suite au réchauffement climatique, de 1 mètre. Alors s'il y avait 1 mètre d'élévation du niveau de la mer, on aurait la situation suivante que nous allons voir sur la carte, la voici. Alors I24, hein, les pieds un peu dans l'eau pour le coup, mais c'est encore supportable, ça peut arriver lors de tempêtes. Par contre, alors on voit 1 mètre, on va passer maintenant à l'étape suivante. Si nous avions, là pour le coup, 4 mètres, ce que le rapport a montré, là comme vous voyez, I24 nous serions maintenant avec un masque et un tuba. Alors je le dis avec une pointe d'humour et je vais vous dire pourquoi.
Parce qu'en réalité, et là je pointe un petit peu, voilà, peut-être qu'on a été un peu trop loin dans ce rapport, le GIEC, qui est le groupe, on va le rappeler, intergouvernemental d'experts pour le climat, ce fameux panel d'experts mondial qui planche... Donc ceux qui ont fait ce rapport. Alors, eux n'ont pas fait ce rapport, mais au niveau global, au niveau mondial, ce sont eux qui, tous les 3 ou 4 ans, le dernier était en 2007, sortent un rapport dans lequel, eux, leurs prévisions, par contre, ils prennent. Ce sont eux qui alertent le monde entier aujourd'hui sur les conséquences du réchauffement climatique, en tout cas du changement climatique. Et pour eux, il n'est pas question d'une élévation du niveau de la mer à l'horizon 2100 qui serait supérieure à 1 mètre dans le pire des cas. Alors donc, pourquoi il y a un décalage entre les deux? Écoutez, j'ai parlé sur cette question, j'ai appelé Michael Lichter, qui est l'expert et la géographe qui a travaillé qui a planché sur ce rapport. Elle m'a dit, écoutez, moi j'ai fait un modèle. Maintenant, de quelle manière il a utilisé, je ne sais pas. Et il est possible que quelque part, le ministère de l'Environnement a été peut-être un peu trop loin dans ses évaluations, en tout cas dans sa scénarisation. Il n'était pas utile de scénariser plus d'1 mètre d'élévation du niveau de la mer, dans la mesure où le GIEC ne prévoit pas une telle élévation. Par contre, il ne faut pas non plus sous-estimer les conséquences du réchauffement climatique. Parce que ça peut changer toute la politique urbaine, évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça voudrait dire que la moitié de Tel Aviv serait sous les eaux. Mais il n'est pas question de ça. Ce qu'on peut par contre rappeler, c'est que sur des événements ponctuelle, c'est-à-dire une tempête à cause du réchauffement climatique plus violente que ce que nous avons connu jusqu'à maintenant, et des exemples, on va bientôt en citer. Katrina, dans le sud-est des États-Unis, on se rappelle la Nouvelle-Orléans, 100 milliards de dollars de dégâts. Pas plus tard que l'an dernier. L'hurricane Sandy qui est arrivé jusqu'à New York. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. C'est d'ailleurs jusqu'à présent... Et ça, c'est attribué au réchauffement climatique? Écoutez, la tempête elle-même, peut-être pas, mais en tout cas, d'après les experts, le réchauffement climatique aurait en tout cas survitaminé cet hurricane, cet ouragan. Et les conséquences, si on veut les chiffrer, pour l'État de New York seulement, c'est 32 milliards de dollars de dégâts à cause de cette tempête. Donc des événements violents pourraient survenir sur la côte israélienne aussi, avec des tempêtes bien plus fortes que ce qu'on a connu aujourd'hui, et effectivement une élévation du niveau de la mer particulièrement élevée, telle qu'on n'en a jamais connue, et donc on va dire encore pas des inondations, mais en tout cas des inondations aussi temporaires, marines, sur la zone côtière, ça c'est possible. Alors que vont faire les autorités israéliennes? Parce que c'est vrai que ce rapport était quand même très inquiétant, il est sorti un petit peu dans la presse israélienne hier notamment. Est-ce qu'il est prévu justement de renforcer des digues côtières? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors bon, d'abord il faut rappeler que ça n'est pas le seul problème, les inondations. Les inondations d'ailleurs pourraient, même si elles ne sont que temporaires, après s'effectue un retrait de la mer, une fois que la tempête est passée. Cela pourrait engendrer d'autres problèmes qui seraient des problèmes, on va dire, indirects, mais en tout cas qui viendraient, par exemple, la prolifération de nuisibles. Le rapport pointe ce genre de problématiques, particulièrement des moustiques, donc vecteurs de maladies, auquel cas le ministère de la Santé est alerté, des coups de chaleur. On en a vu en Europe en 2003 des dizaines de milliers de morts. On est déjà sur une région chaude. Si on augmentait encore la température de manière momentanée sur plusieurs jours, ça pourrait être très difficilement supportable. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi pointé par le rapport. Donc une augmentation des événements particulièrement chauds, avec des vagues de chaleur, des coups de chaleur. Et donc, oui, effectivement, le rapport préconise effectivement des digues sur certains endroits qui seraient particulièrement sensibles, la capacité à évacuer l'eau après l'inondation, c'est-à-dire augmenter par exemple les diamètres de tuyaux d'évacuation. Ça aussi, c'est un problème. Le ministère de la Santé, on l'a dit, et aussi un système qui mettrait en état d'alerte les habitants, c'est-à-dire préparer les habitants à telle vague de chaleur ou à tel événement violent. Il faut aussi rappeler, on a dit qu'on est chaud, des tempêtes de sable, on est sur une zone qui est semi-désertique, donc une augmentation de la chaleur sur toute la région, on va dire, du Moyen-Orient, pourrait engendrer aussi, et va certainement engendrer un problème de désertification, et donc des problèmes de tempêtes de poussière qui provoquent un stress respiratoire supplémentaire en cas de forte chaleur. Alors, Ethan Haddock, il y a quand même eu beaucoup de rapports qui ont été très alarmistes comme ça, pas seulement en Israël, en Europe. Il y en avait même un en Angleterre qui avait annoncé la fin du transport aérien pour 2050 parce que les avions polluent trop et qu'à un moment, ce sera plus possible de faire transporter les voyageurs. Est-ce que ce genre d'alerte-là, qui fixe l'horizon 2100, si j'ai bien compris? Oui, on parle 2050. Est-ce que c'est avec certitude
Ou est-ce que c'est une manière de sensibiliser les gens, peut-être en dramatisant un peu les choses? Ou est-ce que ça va vraiment se produire à cette échéance-là? Écoutez, je crois qu'on a dépassé aujourd'hui la question de ce qu'on appelait les climato-sceptiques. C'est-à-dire que le panel du GIEC, ces experts mondiaux dont on a parlé, ce sont des gens sérieux, la rigueur est de mise, et ils sont eux-mêmes sceptiques sur leur propre travail, puisque c'est inhérent au travail scientifique. Toujours se poser la question. Aujourd'hui, je crois qu'on est pratiquement sûr qu'il y a un problème de réchauffement climatique d'origine anthropique, c'est-à-dire dû à l'homme à cause de ces gaz à effet de serre, notamment le gaz carbonique et l'augmentation aussi de la vapeur d'eau, par conséquemment au réchauffement climatique. Donc ça aujourd'hui, on peut dire qu'il y a le consensus là-dessus. Maintenant, effectivement, on veut aujourd'hui se préparer. On veut se préparer. Ce que préconise et ce que dit aujourd'hui le rapport, on l'a dit tout à l'heure, la tempête Katrina, c'est 100 milliards de dollars. Ce que dit le rapport aujourd'hui, pour chaque dollar d'investi, en fait, j'économise 8 dollars au cas où il se passerait quelque chose. Alors, évidemment, il pourrait ne rien se passer, mais il suffit d'un événement, et c'est directement des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars de coûts pour le pays. Et donc, ce que dit le rapport, c'est qu'il vaut mieux investir aujourd'hui 1 dollar plutôt qu'en en perdre 8 si et lorsqu'il y aura cette tempête, sans vouloir être alarmiste. C'est un peu l'idée. On est en train de s'acheter, en fait, une police d'assurance. Bien. Alors, il y a un autre problème dont on a parlé en Israël, d'environnement aussi, mais qui là se passe sous la terre et non pas sur l'eau. C'est celui de cette fameuse faille dont on n'avait pas trop entendu parler, puis des séismes à répétition sans gravité pendant une semaine. Et là, panique un petit peu en Israël. Et s'il y avait un gros tremblement de terre. Alors, est-ce que cette faille du Levant, que vous connaissez bien, Etanadoc, elle peut générer un séisme de forte amplitude? Alors, magnitude. De forte magnitude, oui. La faille du Levant, on va l'appeler la faille de la mer Morte, elle a deux noms. Il faut le rappeler, c'est un segment qui fait partie de la grande faille syrienne-africaine, qui part du Mozambique pour arriver jusqu'en Turquie. Elle passe par la mer Morte, le golfe d'Elat, et le long de la mer Morte. C'est pour ça d'ailleurs que la mer Morte est au point le plus bas de la Terre, en tout cas est un point bas, et toute la vallée du Jourdain aussi bas. C'est tout simplement parce qu'on a deux failles qui sont l'une collée à l'autre, deux plaques, la plaque d'Arabie à l'est et la plaque asiatique à l'est, et l'une bouge de manière parallèle par rapport à l'autre. Et cela, à chaque fois qu'elle bouge, elle a déjà bougé de 105 km dans son histoire, cela provoque effectivement des tremblements de terre. Alors on n'en a pas beaucoup entendu parler ces derniers temps parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'événements majeurs. Il s'est trouvé qu'en une semaine, il en a eu 5. De petite magnitude, 3,5 sur l'échelle Richter. Mais rappelons-nous, en 1837, toute la ville de Safed en Galilée, on appelait ça le tremblement de terre de Galilée. Les historiens, en tout cas les sismologues qui travaillent sur l'histoire de la sismologie de la région, s'en souviennent très bien. La ville a été complètement détruite. Ça a été, les répercussions se sont fait sentir aussi au Liban, jusqu'à Beyrouth. Un tel tremblement de terre violent, oui, peut arriver parce que nous sommes sur une faille et une zone sismique active. Alors, est-ce qu'elle peut générer un tsunami? Eh bien, écoutez, oui, elle pourrait. Ouais, ça veut dire que la secousse, si elle est forte, ça pourrait donc aller jusqu'à la mer Méditerranée qui n'est pas loin, et donc là, ça pourrait de nouveau créer la situation dont vous parliez tout à l'heure, peut-être de... Alors, effectivement, les chercheurs des sismologues de Californie se sont penchés sur la possibilité. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre qui est dû à la faille du Levant, il se passe pratiquement, dans 2 cas sur 3, un glissement de terrain en Méditerranée. Tant que le tremblement de terre se limite en magnitude 3, 3,5, ce qu'on a connu, le glissement de terrain est relativement mineur et ne provoque pas la vague ou le tsunami qu'on espère qu'il ne provoquera pas. Mais il suffit d'une magnitude de 7 sur l'échelle Richter, et dans ces cas-là, un tel glissement de terrain, d'après les scientifiques américains et israéliens qui sont penchés sur la question, ils ont modélisé, pourrait provoquer effectivement là, et là on revient au rapport, un cas extrême d'élévation du niveau de la mer de 4 à 5 mètres. Bon, ça c'est aussi très inquiétant. Est-ce que les scientifiques israéliens qui surveillent cette faille du Levant ont imaginé justement des moyens de prévenir un petit peu le gros séisme? Est-ce qu'on peut le voir arriver ou pas du tout? Parce que l'activité qu'il y a eu là pendant une semaine, ça ne préfigure rien. Voilà. Alors malheureusement, non. On ne peut jamais, en tout cas on n'a pas aujourd'hui les capacités de prévenir ou de prévoir un tremblement de terre. On est incapable de dire. On peut dire que la zone est active. Mais on est incapable aujourd'hui, et ça c'est dans le monde entier, on l'a vu avec Fukushima, on aurait bien pouvoir... On peut prévenir un tsunami, c'est-à-dire qu'au moment où la vague, ou au moment où le glissement de terrain a lieu en Méditerranée, on peut, avec un bon système d'alerte, prévoir, donner une alerte, et c'est ce qui se fait aujourd'hui sur les côtes françaises d'ailleurs, parce que vous savez que, pas seulement la faille du Levant, mais en Italie,
il y a des tremblements de terre. Il y a eu un tsunami en 1908 qui a détruit la ville de Messine en Italie, c'est-à-dire que c'est arrivé. Donc sur la zone ouest de la Méditerranée, il y a une zone active, on la connaît en Italie, avec des volcans, n'est-ce pas, une zone volcanique et une zone sismique très connue. Il y a 3 ans, une ville en Italie, dans les montagnes italiennes, a été complètement détruite par un tremblement de terre. Donc sur l'ouest de la Méditerranée, en tout cas sur les côtes françaises et italiennes, on met en place un système d'alerte. Ici au Israël aussi, on y travaille, mais surtout, j'ai envie de dire, la prévention, elle se fait sur la construction sismique. Et ça, en Israël, on l'a compris, ça se fait depuis beaucoup d'années. Si à Haïti, à Port-au-Prince, ils avaient, lors du tremblement de terre, des constructions sismiques, on n'aurait pas eu 200 000 morts. Merci beaucoup, Ethan Haddock. Je rappelle que vous êtes journaliste et scientifique, géophysicien. Merci pour cet éclairage très précis. Ça peut inquiéter quand même un peu, mais on va essayer quand même de continuer à travailler, nous déjà ici, donc sur le port de Jaffa à Tel Aviv. Merci beaucoup, Ethan Haddock. Nouveau journal à venir sur L24 News.